et on n'avait absolument pas prévu que ça allait créer cet engouement spectaculaire. Donc, moi, j'étais arrivée pour faire cette vente au marteau. On pensait que c'était une vente qui allait durer 2 heures et je suis restée presque 7 heures au marteau. Donc c'était absolument dingue. Chaque objet d'art a une histoire à raconter, une histoire qui devient mythe, un mythe qui devient légende. Bienvenue dans Rosso Antico, le podcast qui explore le marché de l'art et ses coulisses. Ici, vous entendrez les voix de celles et ceux qui le font vivre. Galeries, experts, collectionneurs, maisons de vente. Partez pour un voyage unique, où la tradition et le savoir-faire riment aujourd'hui avec l'innovation digitale et technologique. De nouveaux enjeux rebattent les cartes du secteur et redéfinissent l'essence même du collectionnisme au XXIe siècle. Venez avec moi, je suis Paul Nascognamiglio et ça, c'est Rosso Antico. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rosso Antico qui inaugure la troisième saison de notre podcast. Si vous êtes nouveau, soyez les bienvenus et à ceux qui ont déjà écouté les saisons précédentes, eh bien merci pour votre fidélité. Enfin, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à noter le podcast en laissant un petit commentaire sur votre plateforme de podcast préférée, car cela nous aide énormément pour donner de la visibilité à Rosantico. Voilà. Et maintenant, je suis très heureux d'accueillir notre invitée, Aurélie Van de Voorde. Bonjour Aurélie, Bonjour, comment allez-vous? je vais très bien. Écoutez, je suis ravie de pouvoir échanger avec vous. Ben, nous, on est ravis également et bienvenue sur Rosso Antico. Vous représentez une maison de vente qu'on n'a même pas présentée qui est Sotheby's, personne ne la connaît, n'est-ce pas? Une petite maison. Oui, effectivement, c'est une toute petite maison. On aura l'occasion lors de cet épisode de parler de votre parcours personnel et professionnel au sein de cette maison de vente aux enchères prestigieuse. Mais avant tout, la première question que nous posons à tous nos invités de Los Antico, c'est pouvez-vous vous présenter? Alors, je suis Aurélie Vandevorde. Je suis commissaire-priseur, je suis, vice-présidente de la maison de vente Sotheby's en France. Hem Et au sein de Sotheby's, je m'occupe plus précisément de tout ce qui se rapporte à l'art impressionniste, moderne et contemporain, dont je co-dirige le département. Et en tant que commissaire-priseur, je suis impliquée sur, de nombreux autres projets, qui peuvent être, des projets, transversaux, qui ont trait à la vie d'une maison de vente, ou alors des projets, qui sont plus liés, aux ventes dont je suis, le marteau. Que vous dire de plus? Je suis commissaire-priseur chez Sotheby's depuis, 2011 maintenant, donc ça fait quelques années. Et dans les années précédentes, j'avais exercé comme expert en tableau ancien dans 2 autres, maisons de vente. Et devenir commissaire-priseur, ça avait été pour moi, une vraie démarche, un vrai choix, puisqu'il s'agit d'une deuxième carrière. Donc avant cela, j'étais, quelques années, avocate fiscaliste dans un grand cabinet américain, situé à Paris, où je faisais des fusions-acquisitions, des LBO, des introductions en bourse. Donc en fait, j'ai fait mes premières armes dans un univers qui n'avait absolument rien à voir avec celui dans lequel j'exerce, aujourd'hui, mais qui m'a beaucoup appris, qui m'a beaucoup, structurée et qui m'a donné des outils dont je me sers toujours aujourd'hui. Et si on revient aujourd'hui, Aurélie, quel est votre quotidien d'une vice-présidente de Sotheby's France? Je crois justement que ce qui fait, l'intérêt de ce métier, pour moi en tout cas, c'est qu'il n'y a pas de journée type, parce que c'est un métier qui est, immensément varié. On ne peut pas prévoir le matin ce qui va se passer, dans la journée, et ce d'autant plus que j'ai plusieurs casquettes aujourd'hui, chez Sotheby's. En fait, je suis à la fois, la directrice d'un département, donc j'ai un rôle d'expert plus que de commissaire-priseur, mais je suis, aussi commissaire-priseur, donc ça m'amène à faire beaucoup de choses qui sont en liaison avec les ventes pour lesquelles je officie en tant que commissaire-priseur. Et puis en tant que vice-présidente de la société, je suis impliquée sur plein de sujets transversaux qui ont plus trait à une vie d'une société, d'une entreprise. Donc en fait, aucune journée ne se ressemble. Il peut y avoir des journées assez calmes où on se met à son bureau pour, répondre aux dizaines, voire aux centaines d'emails qu'on reçoit, pour, appeler tous les clients, faire du travail de fond, préparer les ventes en amont aussi, parce qu'il y a tout un travail très académique sur la rédaction des notices, la préparation de vidéos, la préparation d'un plan, de promotion, pour certaines œuvres.
Il y a les journées, d'inventaire qui sont vraiment, le cœur du métier de commissaire-priseur. Alors il y a toutes sortes de journées d'inventaire. Moi, c'est vraiment, ce que j'adore dans mon métier, mais il y a des journées où on sait ce qu'on va voir et on est plus ou moins agréablement surpris. Et puis il y a parfois des inventaires où on ne sait absolument pas ce qu'on va découvrir. Alors il peut y avoir, des inventaires décevants et puis il y a parfois des inventaires absolument, extraordinaires dont on sort, émerveillé et qui vraiment, donnent, tout le sens au métier qu'on fait. Voilà et puis après évidemment, il y a les journées de vente, hein, qui sont, un petit peu l'aboutissement du travail qu'on fait, tout au cours de l'année. Alors, en fait, on pour le public va voir le jour de la vente, voilà les 2 heures, hyper intenses, où, il voit une seule personne qui est à la tribune. Mais en fait, le vrai métier, c'est pas ça. Le métier, il se prépare, une vente, ça se prépare presque 6 mois en amont. Et ce sont, des journées entières de préparation, de description des œuvres, il faut faire des communiqués de presse, il faut communiquer, promouvoir. Il y a le montage de l'exposition qui prend plusieurs jours, chez Sotheby's parce qu'on est très attentif à la qualité de nos expositions. On veut vraiment faire des scénographies qui sont, à la hauteur des œuvres qu'on a le privilège d'exposer et qui s'approchent parfois de certaines scénographies muséales. Et puis après, il y a le déroulement même de l'exposition, l'accueil des clients internationaux, puisqu'on a on a la chance d'avoir des clients qui viennent du monde entier pour voir nos expositions. Et puis en fait, il y a le jour de la vente, lui-même avec, toute l'adrénaline que ça peut, représenter. Et voilà, c'est la partie la plus visible, mais c'est à la fois extrêmement excitant et presque, parfois un peu frustrant parce qu'en l'espace de 2 heures, vous avez l'aboutissement, la concrétisation de tout le travail de plusieurs mois. Et c'est parfois, c'est après la vente, vous vous sentez presque orphelin d'avoir, travaillé sur autant d'œuvres et de vous dire: «Bon, bah, ça y est, c'est fini et il faut recommencer et passer à autre chose». Mais c'est ça qui fait aussi la beauté de ce métier. C'est ce côté un petit peu cyclique où les œuvres, passent d'un propriétaire à un autre, voilà. Super, waouh! C'est hyper intéressant et j'imagine la chute d'adrénaline juste après quand ça se termine, là, vous avez besoin d'un d'un petit jour ou 2 de vacances pour vous reposer un petit peu. C'est vrai qu'on a besoin de quelques jours, mais en fait, le rythme des ventes au niveau international s'est beaucoup accéléré. C'est vrai qu'en l'espace de 15 ans, on est passé d'un rythme de vente très, enfin voilà, il y a presque une grosse vente par semestre et on avait plus le temps ensuite de faire une pause et de se remettre. Aujourd'hui, les ventes sont extrêmement, rapprochées, il y a beaucoup plus d'événements. Donc c'est vrai qu'on est tout de suite de nouveau sur le pied de guerre. Enfin, on peut, parfois le lendemain d'une vente déjà réenchaîner avec repartir pour ressourcer des nouvelles œuvres, voilà, on est dans un rythme qui n'est plus celui, qu'on a pu connaître, il y a une quinzaine d'années. D'accord, OK, merci beaucoup et justement pour parler des dernières, ventes, des ventes récentes, je sais que vous avez reçu un gant blanc, n'est-ce pas? Alors, j'en dis pas plus, je vous laisse un peu nous raconter, mais donc c'est un bel accomplissement pour un commissaire-priseur d'obtenir un gant blanc. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la tradition des gants blancs, qui est un peu qui à l'origine est un terme anglais, on parle de white glove sale. Quand on remet, des gants blancs à un commissaire-priseur, ça veut dire que toutes les œuvres de la vente ont été vendues et ce qui est assez rare puisque c'est vraiment, un accomplissement, pour un commissaire-priseur et pour tout le département qui gère une vente, parce que ça veut dire que vraiment notre clientèle, nos acheteurs ont salué, en fait, la qualité de la vente et que toutes les œuvres ont été considérées à la fois dignes d'être achetées et également estimées à la bonne estimation pour être achetées. Donc ça veut dire qu'on ne s'est pas trompé dans nos estimations, qu'on a bien fait notre travail de présentation des œuvres, qu'on a su les promouvoir auprès des bons clients. Donc pour nous, c'est vrai que c'est assez rare. OK, d'accord. Merci beaucoup. Et si je pouvais vous poser une question sur, un objet ou 2 qui, pour vous, sont très importants, dans votre carrière, des objets, mémorables, avec une histoire, incroyable derrière, ou une histoire curieuse qui fait sourire, pleurer, voilà, je vous laisse la parole. Alors c'est compliqué, hein, de trouver des ouais, ouais, de trouver un objet plus qu'un autre et surtout dans le domaine de l'art impressionniste, moderne ou contemporain où, on travaille sur des très grandes œuvres. Il y a assez peu de surprises dans le sens où, c'est rare de faire des vraies découvertes parce que par rapport aux arts anciens,
bah, les œuvres sont quand même assez bien répertoriées, elles sont signées sous la plupart du temps. Une œuvre pour laquelle j'ai un attachement, très particulier, c'est sans doute le 1er grand tableau que j'ai pu vendre en tant que directrice du département d'art impressionniste et moderne. J'ai pris mes fonctions, dans ce départ enfin en tant que pour prendre la direction du département, en décembre 2013, c'était un moment, pour moi qui était très important parce que, bah, je venais d'apprendre que j'attendais mon premier enfant, donc c'était beaucoup d'émotions et à côté de ça, juste à ce moment-là, on nous appelle pour, aller voir un tableau de Modigliani qui n'avait jamais été vu. Et qui était on a été contacté par les héritiers, de Paul Alexandre, qui étaient les Paul Alexandre, c'était le 1er mécène de Modigliani. C'était son ami, c'était celui qui a permis à Modigliani de vivre, en fait, tout simplement quand il est arrivé à Paris, puisque c'était le seul qui lui achetait ses tableaux, ses dessins, et qu'il avait personne d'autre pour le faire vivre. Donc ils vivaient quasiment ensemble dans une maison qui était mise à sa disposition par, Paul Alexandre. Et c'est vraiment un petit peu l'histoire dont on rêve en tant que commissaire-priseur. C'est que je me souviens qu'avec certains de mes, collègues, nous sommes allés, en train, au fin fond de la campagne, pour aller, découvrir dans une maison, dans un immense jardin, loin de tout, où on ne s'attend absolument pas à trouver, un chef-d'œuvre, un tableau absolument mais, incroyable, jamais touché, de Modigliani qui était sur la cheminée, enfin vraiment, oui vraiment, donc pas du tout, ce qu'on peut attendre, pas du tout, le grand appartement new-yorkais, vraiment, voilà la maison de campagne avec ce tableau magique qui n'avait, jamais été nettoyé, jamais vu du public. Et c'est un tableau qu'on avait estimé, 5 000 000 à peu près, qui a fait presque 14, et qu'on a vendu quelques mois après tout un travail pour faire connaître l'histoire absolument incroyable de Paul Alexandre, qui est assez peu connu du grand public. Et c'est vrai que d'avoir eu, la chance de commencer ma carrière de directrice du département d'art impressionniste et moderne avec ce tableau, c'est le hasard, hein, mais c'était, absolument magique. Je veux dire que c'était, une manière de commencer, dont je ne pouvais même pas rêver. Voilà et alors après dans les souvenirs, je crois que j'ai plus des souvenirs de vente en fait qui m'ont marquée parce que, c'est des ventes de collection qui, je pense ont le plus scandé ma carrière, voilà, je sais pas, je me souviens évidemment de la, 1re vente Lalanne qu'on a pu faire chez Sotheby's, dont j'étais au marteau. C'était en 2019 et c'était la première vraie grande vente dédiée, aux Lalanne. Il y avait pas de cote, établie en fait pour ces artistes avant. C'est ça qui a tout lancé en fait, tout le phénomène aujourd'hui d'emballement qu'il peut y avoir autour des Lalanne. Et c'était, bah, la première vente, qui a été faite, par la famille, et qui a fait je ne sais plus combien de fois son estimation, 7 ou 8 fois. On avait fait une vente à 91 000 000 et on n'avait absolument pas prévu que ça allait créer cet engouement spectaculaire. Moi j'étais arrivée pour faire cette vente au marteau. On pensait que c'était une vente qui allait durer 2 heures et je suis restée presque 7 heures au marteau. Donc c'était, heu, donc c'était vraiment quelque chose de voilà, c'était mais il y avait une telle excitation qu'en fait, on ne sentait même pas la fatigue. C'était absolument, absolument dingue. OK, waouh! Aurélie, j'avais, une question qui m'est venue à l'esprit quand vous avez dit par rapport à la LAN, des artistes qui sont pas encore cotés, qui n'ont pas encore de cote sur les ventes publiques. Hem, Est-ce que ça peut arriver souvent, ce type de cas de figure? Et si oui, en fait, quel est le risque derrière, vis-à-vis de la maison de vente? Peut-être, mais aussi peut-être de la famille, de l'artiste, lorsque on peut être déçu ou parfois très surpris. Donc, comment ça se bâtit la cote d'un artiste qui n'est pas encore peut-être encore connu, du marché, international? Je pense qu'il y a pas vraiment de règles, c'est extrêmement variable. Le cadet Lalanne, c'était un petit peu à part parce que même si, la cote n'a pas, bondi tout de suite, c'était déjà des artistes qui étaient représentés dans les plus grandes collections, du monde, parce qu'ils étaient extrêmement connectés, ils étaient, proches de très nombreux artistes, autres artistes. Donc c'était des objets qui étaient, familiers en fait dans les plus grandes collections d'art moderne au monde. Donc ça a beaucoup, aidé évidemment. Après vous avez des artistes, qui vont, qui vont parfois mettre du temps à émerger.
et qui vont prendre un envol spectaculaire, à un moment. Moi, je pense par exemple, à certaines femmes artistes surréalistes qui sont très souvent restées dans l'ombre des peintres surréalistes, masculins et qui aujourd'hui, en fait, prennent, toute leur ampleur, comme par exemple Leonora Carrington. C'est vrai qu'à tort, on a souvent considéré que, Leonora Carrington était, s'inspirait en fait de, Max Ernst, de enfin des autres peintres qu'elle fréquentait. Et en fait, pas du tout. Il y a une telle identité, en fait, chez Leonora Carrington. C'est un art, enfin, c'est une immense artiste et enfin le marché le reconnaît. On a fait des prix absolument spectaculaires, récemment, à New York notamment, pour des très grands tableaux de l'artiste. On a le même phénomène avec, Remedios Varo, qui est une artiste dont aujourd'hui on voit, à quel point elle a son identité, son talent. Donc voilà, parfois des artistes mettent du temps et puis parfois c'est l'inverse. Vous avez parfois des artistes qui s'envolent de manière spectaculaire et puis le marché ensuite va un petit peu les raisonner. C'est très extrêmement compliqué, hein, de pouvoir anticiper, comment est-ce qu'un marché évolue. Personne ne peut anticiper ce genre de prix, personne ne peut savoir si la cote va rester ou pas dans le futur. Ce sont des un peu des paris, des challenges. C'est aussi un petit peu la difficulté de notre métier. Enfin, c'est vrai qu'on nous demande souvent, dans quoi il faut, investir dans l'art et c'est une question, à laquelle je pense qu'on a tous énormément de mal à répondre, parce que je pense que la question d'investissement dans l'art, elle doit passer sans doute après celle du goût personnel du collectionneur, en fait. Je pense que c'est toujours une très mauvaise idée de vouloir investir dans une œuvre pour laquelle on n'a pas un coup de cœur. Bah, super, merci beaucoup et je voulais vous demander d'un point de vue général, pour vous, collectionner de l'art, qu'est-ce que cela veut dire? Vous côtoyez des dizaines, voire des centaines et milliers de collectionneurs qui font des batailles pour, acquérir une œuvre. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la même chose d'il y a 20, 30 ans, 50 ans et aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que c'est très difficile de donner une définition, de ce que c'est que collectionner parce qu'en fonction des personnes, ça ne prend pas du tout la même signification. Moi, pour moi, collectionner, c'est avant tout, je pense, choisir ce que l'on aime. Je pense on ne peut pas collectionner un artiste ou, un style d'œuvre même, uniquement pour suivre un effet de mode ou parce qu'on a vu un article dans un journal, ou parce qu'on veut anticiper une plus-value sur, tel ou tel artiste. Je pense qu'on ne peut pas bâtir une collection. En fait, ça n'aura pas l'esprit d'une collection si on se conduit de cette sorte. Je pense qu'il faut vraiment, une collection, c'est être prêt à acquérir des œuvres avec lesquelles on a envie de vivre, des œuvres qui nous parlent, qui nous procurent, une émotion et justement vous me disiez que je fréquentais beaucoup de collectionneurs et cetera et ce qui fait pour nous la différence dans toutes les collections qu'on voit, c'est la sincérité, des collections, c'est la manière, dont ils les ont, acquises, ce que ça voulait dire pour eux. On voit tout de suite la différence entre des œuvres achetées, heu, en se faisant conseiller, des collections où les œuvres ont été achetées en se faisant conseiller, par des personnalités extérieures sur des critères plus ou moins, objectifs et les vrais collectionneurs qui vont, acheter eux-mêmes des œuvres, parfois des œuvres connues, parfois des œuvres qui ne vont pas percer finalement, donc ça arrive aussi. Mais, il y a parfois une vraie collection est toujours un petit peu disparate. C'est-à-dire que vous avez fait des choix, certains ont été ensuite validés par le marché, d'autres n'ont pas été validés et c'est ça qui fait la beauté de la collection, c'est ce dialogue qu'il y a, entre les œuvres. Alors vous avez différents types de collections, hein. Vous avez des collectionneurs qui vont vouloir plutôt, faire des collections monothématiques autour d'un artiste, autour d'une période et puis vous avez des collectionneurs, qui vont être plus des touche à tout avec des intérieurs éclectiques. Alors personnellement, mon goût me porte vraiment beaucoup plus vers ce dernier type de collection, peut-être parce que j'ai une formation classique et que je travaille dans l'art moderne, donc il y a un petit peu les 2. Moi j'adore les collections où, vous voyez des choses très différentes qui sont assemblées, où, le collectionneur va créer des ponts entre différentes spécialités, différentes époques, va créer un dialogue entre des œuvres qu'on n'a pas l'habitude forcément d'imaginer ensemble. Heu, pour moi, une des très belles collections sur lesquelles on a travaillé récemment, c'était la collection de Hubert Guérand Hermès, où vous aviez à la fois
magnifique mobilier ancien et des tableaux de Soulages, de Hans Kiefer, des sculptures de Gormley et par exemple, dans l'exposition, on avait fait un rapprochement, en mettant côte à côte une chaise extrêmement précieuse, qui avait été dans le boudoir de Marie-Antoinette, donc vraiment, le raffinement du XVIIIe siècle, incarné et à côté de ça, un tableau métallique de Fontana, un Concetto Spaziale, qui était incroyable et les 2 objets, en fait, si vous les voyez séparément, jamais vous vous dites que ça peut appartenir au même collectionneur ou même vous n'allez pas les imaginer ensemble et vous les mettiez côte à côte et ils se répondaient mais parfaitement, en fait. Vous retrouviez la même préciosité, la même élégance, un côté presque un peu féminin aussi, et c'était absolument magique comme association, alors que c'était pas du tout spontané. Et en fait, moi, c'est ça que j'aime beaucoup dans les collections. J'ai beaucoup de mal à segmenter l'art en domaines, parce que je trouve qu'il y a des concordances, en fait, dans tout et que même, l'art moderne, vous ne le comprenez que si vous connaissez l'art ancien. Moi, j'aime beaucoup le surréalisme, comme vous l'avez compris, mais pour moi, en fait, le surréalisme, il commence avec, Odilon Redon, avec les symbolistes, avec, des artistes comme Spiliart et même, avec les je sais pas, les vanités du XVIIe siècle ou des artistes comme Jérôme Bosch. Enfin, c'est impossible de comprendre le surréalisme si vous ne comprenez pas les vanités du XVIIe siècle. C'est pour moi, il y a c'est la même démarche, en fait. C'est vraiment une, introspection un petit peu méditative, et de la même manière, pour vous qui avez été italien, je trouve ça surprenant si on aime Morandi et qu'on n'aime pas Chardin, par exemple. Pour moi, c'est la même démarche, vous voyez? Donc voilà, j'aime ces collections qui arrivent à rassembler des artistes qui ne se sont pas connus, mais qui en fait ont la même esthétique ou la même optique, la même démarche. Mais c'est personnel. Absolument. Bah, finalement, c'est ce moment-là où je pense que c'est le plus important, c'est de chercher à saisir l'objet et à se l'approprier entièrement. Et je trouve que parfois, c'est dommage que par des effets de mode, ou des volontés d'investissement, ce qui est tout à fait légitime, hein, clarifions-le, peut-être cette magie, passe à un 2e, plan. Oui et puis une collection, ça doit raconter une histoire. En fait, on le voit quand nous, on fait des ventes de collections qui sont un petit peu nos ventes préférées, je dois dire, parce que, vendre une œuvre toute seule, c'est très bien évidemment et puis vous avez des œuvres absolument magiques et qui parlent pour elles-mêmes. Mais quand vous vendez une collection, une vraie collection, bah, vous racontez à la fois, l'histoire des œuvres, mais toute l'histoire derrière du collectionneur, l'œil qui a, choisi ces œuvres, pourquoi est-ce qu'il les a choisies. Souvent, ça nous dit beaucoup de choses d'une époque aussi, de le contexte, politique de l'époque, du contexte historique, littéraire parfois et je trouve qu'il y a un aspect magique, et une transmission d'une tradition aussi qu'on ne peut pas, avoir peut-être parfois dans les ventes où vous avez des assemblages d'œuvres qui viennent de plein de collectionneurs différents. Moi il y avait une vente qui n'était pas une des ventes les plus importantes qu'on ait faites, mais qui était, je trouvais, parfaite pour, dans notre domaine, qui était la vente de la collection d'André Mourgue. André Mourgue, c'était le compagnon d'Alexandre Yolas. Et donc, toutes les œuvres qu'il avait, de chez lui venaient d'Alexandre Yolas et en fait, en vendant cette collection où il y avait à la fois des œuvres de Warhol, des œuvres de Lalanne, des œuvres antiques, il y avait vraiment des œuvres très contemporaines d'Ed Rocher. Max Ernst évidemment, qui était un des artistes phares de Yolas. En fait, ça nous replongeait dans toute cette atmosphère des années Yolas, des années 50-60 où, Yolas et son compagnon fréquentaient, Andy Warhol, ce milieu absolument fou, très festif et où en même temps il y avait, cette tradition de l'antiquité grecque qui était, ben, évidemment cruciale pour Iolas et c'est ce genre de collection en fait où il y a tout, où en vendant une collection, on a l'impression de replonger dans l'effervescence d'années que personnellement je n'ai pas connues, mais que j'aurais bien aimé connaître, hein, donc et je trouve que c'est bien de pouvoir de les relayer auprès de nos collectionneurs actuels. OK. Je voulais vous demander, en termes donc des évolutions du marché et de l'état, actuel du marché de l'art, est-ce que vous pourriez, nous le résumer et nous donner votre ressenti? Alors c'est toujours très difficile de donner, un état du marché de l'art ou de faire des prévisions parce qu'on s'aperçoit on se trompe très souvent en fait, parfois on se dit que le marché va évoluer à la baisse ou à la hausse et puis en fait, c'est le contraire qui se passe. Ce qui est évident, c'est que le marché de l'art
aujourd'hui est beaucoup plus, connecté à tout le reste, et déjà il est beaucoup plus connecté entre les différentes, composantes du marché de l'art, parce que l'information circule beaucoup plus vite. Il est aussi beaucoup plus lié à tout le monde économique qui nous entoure. Donc c'est vrai qu'il va peut-être plus dépendre un petit peu des grandes évolutions politiques, économiques, il va beaucoup plus réagir, vite. Donc c'est vrai que par rapport à ce qu'il pouvait y avoir eu il y a certaines décennies, les évolutions sont plus rapides. Peut y avoir des cotes qui bougent énormément, d'une année, sur l'autre. En tout cas, dans tout ce qui est 20e, 21e siècle, qui est le domaine, dont je m'occupe le plus. Ça peut être, fait de manière très à la hausse, ça peut être fait à la baisse. Les rectifications du marché sont sans doute plus rapides qu'avant. Mais pour autant, je pense qu'on a toujours autant de difficultés à anticiper, sur, les artistes qui vont plaire, les artistes qui vont moins plaire. Avec le peu de recul que j'ai, ce qui est une quinzaine d'années en fait, ce que je vois malgré tout, c'est que, les vraies œuvres, les vrais chefs-d'œuvre, reste toujours plébiscité par le marché, en fait, quel que soit l'état du marché, quel que soit l'état de l'économie. Et je ne parle pas uniquement de l'art, moderne ou contemporain, mais même l'art ancien, en fait. C'est vrai qu'on dit souvent qu'aujourd'hui, on est dans un monde où les collectionneurs, vont peut-être moins faire l'effort intellectuel d'aller vers les spécialités anciennes et vont plus se concentrer sur des œuvres, peut-être plus faciles à comprendre de l'art moderne du XXe siècle. Mais en fait, je suis pas sûre que ce soit tant le cas. Je pense que l'art ancien souffre surtout d'une, raréfaction de chefs-d'œuvre sur le marché puisqu'il y en a beaucoup moins. Lorsqu'il y a des vrais chefs-d'œuvre, ils font des prix absolument incroyables. C'est juste qu'il y en a très, très peu aujourd'hui à vendre parce que la plupart sont dans des musées. Lorsqu'il y en a, ils peuvent être bloqués par les États enfin dans lesquels ils sont situés pour des raisons de sauvegarde du patrimoine national. Mais c'est plus la quantité de chefs-d'œuvre en fait qui influe sur le fait d'obtenir des prix records ou pas. Heu, Même dans le domaine de l'art impressionniste, quand on a un Monet absolument spectaculaire, il fait un prix absolument fou. Donc le marché, il est là pour les chefs-d'œuvre, en fait, on s'aperçoit qu'on est sur un marché où il y a vraiment encore une quantité d'acheteurs absolument incroyable. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a cette vraie recherche d'œuvres, magistrales. Peut-être qu'il y a effectivement une, sélection plus drastique sur les œuvres moins majeures, moins importantes. Mais, ce qui est très rassurant, c'est de voir que, les chefs-d'œuvre, bah, en fait, ne passent jamais inaperçus. Enfin, et qui font, toujours chaque année, en fait, on parle de nouveaux prix records. Et je pense que le marché reste extrêmement attentif à ne pas laisser passer des chefs-d'œuvre. Donc, c'est quand même ce qui est rassurant, je trouve. Je voulais vous demander, Aurélie, vis-à-vis donc, vous avez très bien résumé, je pense, la vision de comment, en fait, on peut prédire ou pas forcément, l'avenir, sur le marché de l'art. Mais selon vous, quels sont les plus grands défis, aujourd'hui, notamment, je pense, pour l'écosystème? Donc si on parle des maisons de vente comme des professionnels, comme les galeries, par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui on arrive à un point, hem, où, c'est un peu, il y a une confrontation? Est-ce que les galeries peuvent coexister avec les maisons de vente? Où est-ce que est le point d'équilibre, dans lequel en fait tout l'écosystème peut continuer à vivre et à développer finalement, la connaissance et toute la chaîne qui va avec, jusqu'au collectionneur final. Alors, on sait qu'on parle parfois d'une, confrontation, d'une rivalité entre, les galeries et les maisons de vente. Heu, Personnellement, moi, je n'ai jamais, vu vraiment cette, confrontation et cette rivalité et au contraire, en fait, je trouve que les maisons de vente et les galeries sont extrêmement complémentaires. Bah, déjà les galeries sont nos clients, en tant que maison de vente puisque parfois ils vendent des œuvres dans nos ventes et surtout, ils en achètent beaucoup. Donc en fait, nous avons besoin des galeries. Enfin, ils jouent un rôle très important pour, soutenir les cotes de certains artistes qu'ils défendent et ils font très, très bien ce rôle. Donc on travaille quand même de manière assez étroite avec eux et on s'entend très bien avec la plupart des grandes galeries.
Mais surtout, je pense qu'on a des rôles complémentaires, c'est-à-dire qu'on les maisons de vente doivent gérer un énorme volume. On a des ventes tout le temps, on a énormément d'œuvres dans chaque vente. Donc évidemment, on essaie de se concentrer au maximum sur chacune des œuvres, de faire au mieux notre travail, mais on doit gérer du volume. Les galeries peuvent faire un travail, que nous ne pouvons pas toujours faire, qui est, de créer des événements thématiques, de se concentrer sur tel ou tel artiste pour, mieux le défendre, pour mieux le faire connaître, pour faire connaître certains des aspects de sa carrière, ce que nous ne pouvons faire que de manière assez ciblée ou ponctuelle. Donc je trouve que pour faire, émerger enfin connaître des artistes, nos 2 rôles sont extrêmement complémentaires. Nous, on va asseoir une cote au niveau international public, qui est très importante aussi pour les artistes et eux vont faire un travail très académique, de connaissances, en y passant du temps. Et puis il y a surtout le rôle aussi sur les artistes contemporains. Enfin ce sont les galeries qui créent le premier marché pour les artistes contemporains. Les maisons de vente n'ont pas vocation à créer à lancer des artistes de manière générale. Ça a été fait de manière très occasionnelle, mais généralement nous ne vendons que des artistes qui ont déjà une cote établie. Et ça, le fait d'établir une cote, c'est les galeries qui le font et il y a des galeristes absolument incroyables qui font ça et qui font un travail remarquable et beaucoup d'artistes n'existeraient pas sans des très bons galeristes. Donc je pense que nos rôles, ils sont différents, ils sont extrêmement complémentaires, donc pour moi, il y a pas de rivalité. Enfin, en fait, le marché a besoin des 2 et une fois qu'un galeriste a fait connaître un artiste, il a lui aussi besoin que les enchères concrétisent en fait ce choix qu'il a fait. Donc pour moi, c'est non, non, nous sommes, complémentaires et non pas rivaux. OK, d'accord. Aussi, j'avais une question plus technique, qui m'intéressait moi personnellement, mais c'était lié, au système des garanties, au niveau des mises en vente. Est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer, comment ce système, marche et si aujourd'hui, il est devenu, une il a aussi une part importante, dans les ventes publiques? Oui, oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup, on a vu beaucoup oui, oui, on a vu beaucoup d'articles dans la presse effectivement sur les systèmes de garantie et tout ce qui est un petit peu financiarisation en fait, du marché de l'art. Alors c'est vrai que le phénomène des garanties, il s'est beaucoup développé depuis, 4-5 années à peu près. Il a débuté vraiment dans le domaine de l'art contemporain, et maintenant il concerne aussi, l'art impressionniste, moderne, un petit peu moins les arts anciens, il faut le dire. C'est une option qu'on peut proposer dans certains cas à des vendeurs, heu, qui sont un petit peu adverses au risque, mais qui malgré tout, veulent quand même avoir un prix transparent de marché. Donc c'est vrai que ça peut paraître contradictoire puisque, généralement vous avez 2 types de ventes qui sont, soit les transactions privées, où, bon, on met un prix et on a un acheteur ou on n'a pas d'acheteur. Mais vous avez toujours, un petit peu cette frustration de ne pas savoir si vous l'aviez mis aux enchères, est-ce que vous auriez pu obtenir plus ou pas? Et vous avez le système des ventes aux enchères où il y a un aléa, qui est, bah, voilà, l'œuvre peut absolument s'envoler ou, peut rester, à l'estimation basse ou à son prix de réserve, voire ne pas se vendre. La garantie, en fait, elle a pour but de, annihiler le risque ou l'aléa dans la vente aux enchères. C'est-à-dire que vous mettez une garantie qui peut être à l'estimation basse, affichée au catalogue ou un petit peu en dessous. Donc la personne qui vend est assurée que son œuvre se vend au minimum à ce prix-là. Donc c'est vrai que ça annule le risque, mais ça a un coût financier. C'est comme une assurance en fait. Je pense que la meilleure comparaison, c'est une assurance. Vous achetez une assurance pour être sûr que votre œuvre ne reste pas invendue, mais ensuite, sur la fraction du prix qui excède le montant garanti, vous reversez une partie de ce prix-là. Ce sont des choix, vous avez des collectionneurs qui veulent absolument ça parce que pour eux, le risque n'est pas envisageable. Mais qui veulent quand même savoir, heu, ben, le prix que le marché est prêt à payer pour leur œuvre, donc ils sont curieux de le savoir. Et puis vous avez des vendeurs, plus traditionnels qui ne veulent absolument pas en entendre parler, qui veulent jouer complètement le jeu, des enchères. Voilà, c'est vrai que plus on va dans les spécialités traditionnelles comme, l'art ancien ou même parfois l'impressionnisme, on a beaucoup de vendeurs qui ne veulent pas du tout de garantie. Donc c'est très variable, c'est aussi lié à des situations, personnelles. Enfin, vous avez des personnes qui peuvent se permettre le risque, d'autres qui peuvent pas se le permettre. Parfois, vous avez des œuvres en indivision, donc forcément,
il vaut mieux que les œuvres soient vendues quand dans une indivision souvent. Donc voilà, il y a chaque situation est différente. OK. Écoutez, merci beaucoup et je trouve que c'est une explication très pédagogique et ça va permettre à beaucoup de nos auditeurs d'y comprendre, un peu plus. On va vers la fin de notre interview, Aurélie, mais je voulais, vous demander, d'après votre expérience, comment le digital et les nouvelles technologies ont pu impacter le secteur, du marché de l'art et donc des maisons de vente aux enchères? Alors elle le digital, et tout ce qui est numérique en général, a joué un rôle très important depuis, la crise du covid, comme tout le monde l'a vu. Alors, Sotheby's était assez en avance sur ça parce on a fait nos premières ventes en ligne, 100 en ligne en 2016. Donc c'était quand même très, très en avance par rapport aux autres maisons de vente et donc c'est vrai que lorsque le covid est arrivé, on était, totalement prêts. C'est-à-dire que 3 semaines après, le 1er confinement, on a pu faire des ventes totalement digitales, transformer nos ventes, normales en ventes 100 digitales, donc ce qui était un énorme plus en fait, pendant, cette crise, dont on se souvient. Après c'est vrai qu'aujourd'hui le digital a pris une importance absolument, cruciale. Par exemple, vous voyez en 2019, on vendait pour à peu près 80 millions de dollars en ligne et à partir du covid, donc à partir des années 2020, on a vendu pour presque 600 millions de dollars par an en ligne, dans des ventes 100 digitales. Donc vraiment vous voyez l'évolution, mais le digital pour nous, il n'est pas que sur les ventes, 100 online. On a de plus en plus d'enchères en ligne, en fait, même dans nos ventes en salle. On a beaucoup d'enchérisseurs, notamment asiatiques, qui veulent absolument, pouvoir enchérir eux-mêmes en ligne, sans passer par un téléphone, sans être vus en salle. Je sais pas, c'est peut-être parce qu'ils ont l'impression de plus s'approprier, l'enchère. Ils sont très autonomes. Alors c'était, évidemment, presque caricatural pendant les années du de confinement parce que, par exemple, on avait eu, une enchère sur internet, sur un tableau de Bacon à 73 millions de dollars. Ce qui est très, très rare évidemment, ce qui n'avait jamais été vu à cette époque. Depuis, c'est un petit peu moins spectaculaire parce que les gens ont pu revenir dans les salles des ventes ou au mode traditionnel, mais on a, très, très régulièrement des enchères à plusieurs millions sur internet. Donc c'est vraiment devenu un moyen, très important pour nous dans nos ventes et puis le digital pour nous, il sert énormément pour la promotion en fait des ventes. Aujourd'hui, les catalogues papier sont devenus presque accessoires, il y en a de moins en moins de toute façon, mais en revanche, la promotion des ventes, par nos catalogues digitaux, par les vidéos qui sont faites sur les collections, sur les ventes, les newsletters, les réseaux sociaux aussi. Les réseaux sociaux sont devenus essentiels, c'est-à-dire que souvent, on peut avoir des collectionneurs qui vont découvrir un avant-goût de nos ventes par des réseaux sociaux. Ça peut être Instagram évidemment, TikTok commence à prendre de l'ampleur, même si c'est plus pour de la promotion, c'est plus pour faire connaître aux nouvelles générations plus que pour acheter. Mais en revanche, Instagram est vraiment suivi par les collectionneurs, et même des très puissants, collectionneurs et les réseaux, sociaux, asiatiques comme WeChat sont cruciaux pour nous. On a beaucoup de collectionneurs asiatiques qui découvrent nos ventes par les réseaux sociaux et qui nous contactent, en fait, par les réseaux sociaux pour avoir des renseignements sur les œuvres. C'est devenu, alors c'est le premier pas. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est par les réseaux sociaux que les collectionneurs vont parfois découvrir telle ou telle œuvre et puis après, ça va les amener à se connecter sur notre site où ils ont tout le détail, à nous contacter et quand même aussi à venir voir les expositions parce que pour moi, ça reste quand même très compliqué d'acheter une œuvre d'art sans la voir, mais Tout à fait, absolument. Merci pour ces précisions. Aurélie, je vois qu'on parle depuis presque 1 heure, donc le temps passe, mais une question que je pose à nos invités, c'est peut-être de réfléchir à, une lecture, un ouvrage, qui sur le monde de l'art, que vous aimeriez recommander, à nos auditeurs. alors alors je me lis beaucoup, hein, vous savez, de romans qui peuvent se passer dans le sur, dans enfin qui traitent d'artistes, et cetera, parce que c'est une manière facile, je trouve parfois de découvrir tout un environnement. J'avais beaucoup aimé, je sais pas, dans les livres que j'ai lus récemment, Gabriel qui a été écrit par, Anne-Claire Berest et qui, permet en fait de découvrir, tout le monde du surréalisme dans les années 20. Donc ce sont des j'aime beaucoup ce genre de lecture. Mais sur le marché de l'art en lui-même, alors vous allez me dire que je fais de la promotion de Sotheby's, mais ce n'est même pas pour cette raison. J'ai un de mes anciens collègues qui s'appelle Philippe Hook,
qui était un de nos meilleurs experts en impressionnisme, au monde, qui est une référence en fait, Et c'est un peu un mythe. qui est un mythe, voilà, et qui est vraiment un des plus grands connaisseurs de l'impressionnisme, dans le monde entier. Enfin, je pense que tout le monde le reconnaît. Qui est un monsieur incroyable, un grand monsieur et qui a écrit il y a une dizaine d'années un livre qui s'appelle «Breakfast at Sotheby's», qui est un livre extrêmement amusant, qui parle du marché de l'art comme un dictionnaire, de A à Z et comme un glossaire et qui va évoquer plein de sujets, des anecdotes, mais aussi des questions sérieuses, qui va répondre à des questions, assez techniques sur, comment fonctionne le marché de l'art, les termes qu'on emploie, mais qui parle aussi des coulisses du marché de l'art. C'est un livre qui est écrit avec énormément d'humour, de second degré anglais, de recul et donc j'aime beaucoup, beaucoup cette manière d'aborder le marché de l'art parce que c'est déjà une manière de le démystifier, de le prendre un petit peu avec légèreté aussi, c'est extrêmement amusant en fait. C'est un livre qui a eu, je ne crois pas qu'il existe en français malheureusement, mais il a eu un succès énorme, en Angleterre et c'est vraiment une lecture que je recommande parce c'est absolument passionnant, pas du tout ennuyeux et ça donne une image assez réaliste en fait de notre, métier du monde des enchères. Excellent. Bah, merci beaucoup. D'ailleurs, je l'ai sur mon étagère, alors bah, je l'ai. Ah bah, voilà, donc vous partagez mon goût pour ce livre. Exactement. Aurélie Van de Voorde, merci infiniment. C'était un vrai plaisir de vous avoir sur, Rosantico. C'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Très bonne journée à vous, Panda. À bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à noter Rosantico avec 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Cela nous aide énormément à le diffuser et à faire grandir notre audience. Rosantico est un podcast produit par Winkelmann & Co, société spécialisée dans les services innovants à destination des professionnels du marché de l'art. Si vous voulez en savoir plus, connectez-vous sur www.winkelmann.co. Merci et à bientôt.